Bonsoir à tous et bienvenue au débat. Ce soir, nous nous intéressons à l'avenir du pays, un avenir que le Bénin s'apprête à écrire avec beaucoup d'ambition. Le gouvernement, comme vous le savez, vient en effet de prendre une initiative majeure en saisissant l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant sur la vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. C'est une démarche audacieuse et prospective qui invite chacun d'entre nous à se projeter loin, très loin même. Et comment imaginons-nous le Bénin dans près de 40 ans? Et quelles sont nos aspirations les plus profondes pour notre pays? Et quelles bases devons-nous poser dès aujourd'hui pour construire le Bénin que nous rêvons de léguer aux générations futures? Nous n'avons pas encore connaissance, mesdames et messieurs, du contenu précis de ce projet de loi, mais la simple transmission à l'Assemblée nationale est un acte fort. Il nous offre d'ailleurs une opportunité unique de spéculer positivement, de rêver collectivement évidemment et d'analyser bien évidemment les marges de manœuvre qui s'offrent à nous pour décrypter cette initiative et nous aider à esquisser les contours de ce Bénin de 2060. Pas de spécialistes sur ce plateau, pas de spécialistes de la planification, mais des citoyens engagés dans différents domaines et pour différentes causes qui rêvent d'un Bénin prospère. Juste Agnoro, vous êtes acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Angela Toboula. Angèle Toboula. Bonsoir Angèle Toboula. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Et Monsieur Gracien Makoko, lui, il est juriste et écrivain. Monsieur Makoko, bonsoir. Bonsoir Madame Toboula. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs. C'est vraiment mon nom ce soir. Toboula. Ah, oui. Toboula plutôt. Merci. Oui, c'est Madame Toboula. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Normalement, on devait avoir Monsieur Serge Defodji, mais il est pris dans un embouteillage à Alada. Nous ne saurions l'attendre. On aurait même fini l'émission avant qu'il ne vienne. Donc, autant ne pas vous faire attendre, mesdames et messieurs. Allez, ce soir, comme je vous le disais, notre discussion s'articulera autour du thème Bénin 2060, l'initiative du gouvernement pour dessiner l'avenir soumise à l'Assemblée nationale. Et pour démarrer, je vous invite à écouter le porte-parole du gouvernement qui nous plonge vraiment dans le sujet. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. » Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin à l'AFIA 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système Bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions. Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur ». Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. Conformément aux dispositions de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. Le Conseil a donc instruit les ministres chargés du développement et de la justice d'assurer le suivi du processus législatif à cet effet.
Voilà, le projet, il est transmis. La première question, elle est pour vous, Monsieur Makoko. Pour commencer, comment à votre niveau, vous percevez déjà cette initiative du gouvernement de doter le Bénin d'une vision de développement à l'horizon 2060 et de la soumettre déjà à l'Assemblée nationale? Non, vous savez, il est dit habituellement qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Et si cela est valable pour les individus au niveau microscopique, c'est aussi valable pour l'État au niveau macro. Donc, on a été habitué à une dynamique dans le pays. C'est vrai, nous rêvons d'un Bénin développé, d'un Bénin grand, d'un Bénin riche, prospère, mais nous n'avons pas pris l'habitude de planifier le développement, de faire des projections, de faire de la planification. Et vous avez constaté que depuis toujours, chaque veille des élections, chaque parti politique ou chaque candidat essaie de proposer ses rêves personnels pour notre vivre ensemble commun. Et cela a fait que ça va dans tous les sens. Il n'y a pas la continuité dans le service public parce qu'aujourd'hui, le candidat A fait une proposition donnée, il vient, il met les choses en œuvre. Et lorsqu'il n'est plus là, et c'est le candidat B qui vient, c'est que lui aussi, il a d'autres idées. Et on reprend, ça devient une sorte d'éternel recommencement. Il est quand même normal qu'avec la décision du gouvernement, on puisse arriver à mettre fin à cette logique-là et à proposer réellement une vision statique claire, un cadre formel pour le développement de notre pays. Donc je pense que c'est ce que le gouvernement a fait et le relevé que nous avons suivi tout à l'heure du Conseil des ministres, l'a martelé, c'est une suite logique puisque en 2024, il y avait déjà une loi qui a été prise par le Parlement sous le magistère du président de la République, bien sûr, et qui a donné les grandes orientations en matière de planification et de développement et des politiques publiques. Donc, c'est bien sûr cette loi qui a voulu que, d'accord, avant une échéance donnée, il faudrait quand même que l'on puisse définir une vision nationale du développement. Et la vision nationale du développement est une conséquence de cette loi. C'est elle qui a été définie et ça n'a pas été défini dans les salons des ministères, ça n'a pas été défini à la présidence simplement, ça a été une démarche participative avec plusieurs étapes. L'équipe du ministère du Développement sillonner les 77 communes du Bénin pour interroger les Béninois du Bénin dont ils rêvent à l'horizon 2060 qui marquera notre centenaire de l'indépendance. Mais comme quoi, il est vrai, hein, Monsieur Makoko, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a une vision du genre, mais ce gouvernement a une empreinte particulière de projeter l'avenir. Cela restera quand même une marque déposée, hein, Monsieur Makoko. Oui, et la nuance qu'il faut faire, c'est quoi? Quand on fait un peu allusion à Bénin Alafia 2025, Bénin Alafia 2025, ça a été de belles expectatives, d'accord? C'est plein de projets innovants pour le développement du pays, à la seule différence que cela n'est pas assorti de contraintes. Aujourd'hui, on parle d'une vision sous la forme d'une loi. Et quand on parle de loi, c'est que chaque président, quand vous lisez un peu la loi, la loi sur la planification du développement, vous allez comprendre déjà, je crois, ça doit être dans son article 8, qui précise que lorsqu'un gouvernement, un régime vient, lorsqu'un président est nouvellement élu, parce que sous le président Boniaï, nous avons eu le programme des actions prioritaires du gouvernement. Avec le président Patrice Talon, nous avons eu le programme d'action du gouvernement qui ne se ressemblent pas, qui ne vont pas forcément dans le même sens. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une loi. Et la loi fait obligation, d'accord, je parle de la loi 2024, fait obligation à tout gouvernement, d'accord, de s'inspirer de la vision. Cette vision qui va être adoptée probablement et dans les tout prochains jours, de s'inspirer réellement de la destination commune que nous nous sommes donnés pour pouvoir élaborer les projets. Je pense qu'il y a déjà une sorte de contrainte. Ça va faire que... bon, on ne va pas avoir quelque chose là en termes de planification de développement et aller dans tous les sens. Donc, ça va permettre quand même que le développement soit orienté, quel que soit celui qui vient au pouvoir. On reviendra sur ces éléments. Oui, Monsieur Agnoro, merci pour la patience. Quel signal politique, surtout puisque vous êtes acteur politique, quel signal politique et stratégique également cela envoie-t-il selon vous déjà à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale? Je pense que ce qui se passe avec le gouvernement du président Patrice Talon ne nous étonne guère. Nous sommes habitués à la question de la vision. Et en politique, la vision est quand même un élément prépondérant pour pouvoir gouverner, pour pouvoir établir, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, pour pouvoir établir le bien-être commun. Oui,
nous voulons construire un monde de splendeur. Et nous voyons que c'est une vision nationale de développement à l'horizon 2060. Quand on dit vision nationale, ça veut dire effectivement que nous avons appelé tous les citoyens à penser. Et cela est important en politique, puisque la politique, c'est la liberté d'expression, c'est aussi la pluralité. Et cela prouve à suffisance que toutes les couches ont été sollicitées pour que nous puissions établir une vision qui corresponde à nos aspirations profondes. Je voudrais encore dire que le gouvernement nous montre que gouverner, c'est prévoir. Et plus que prévoir, gouverner, c'est se préparer. Et Maurice Blondel nous signale que l'avenir ne se prévoit pas, mais il se prépare. Mais moi, je dirais que l'avenir se prévoit et se prépare. Et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement de la rupture. Mais pour le faire, le gouvernement nous montre, et le ministre Aboulaye Biotchane nous l'a révélé, que nous devons quitter le filet de l'improvisation. Et c'est ça qui fait la spécificité de ce gouvernement. Ce gouvernement est caractérisé par la prévision, par l'anticipation, par la planification, et c'est tout cet arsenal qui construit l'ambition pour le Bénin. Et cette ambition rejoint parfaitement la vision que nous attendons. Mais je pense qu'il s'agit là d'un exercice ardu. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'investigations. Il y a eu un marathon intellectuel pesant au niveau du gouvernement, au niveau de tous ceux qui ont des experts, il faut l'avouer. Mais nous savons que c'est un gouvernement qui ne se contente pas des acquis. On a dit consolider les acquis, oui, mais c'est un gouvernement qui aime les défis. Et au-delà, je ne vous coupe pas, mais au-delà quand même du contenu que nous ne connaissons pas encore, certainement avec le temps, le projet va se révéler à nous. Au-delà de ce contenu, M. Ayoro, quelle est selon vous l'importance pour un pays comme le nôtre, le Bénin, de se projeter et planifier son avenir, surtout sous le long terme, 40 années quand même, d'ici 2060? Oui, c'est pour dire que nous sommes aujourd'hui un peuple attaché aux ambitions. Et cela constitue non seulement un legs politique, mais c'est aussi et surtout un legs moral. Nous voulons montrer que nous nous intéressons, nous sommes responsables de ce que la postérité fera. Nous sommes responsables de la prospérité de la postérité. Et c'est pour cela que nous nous responsabilisons pour pouvoir proposer. Mais il faut avouer que ce que nous avons comme vision constitue un outil dynamique, mais c'est aussi un outil adaptable. Parce qu'on ne peut pas prévoir totalement les imprévus, on ne peut pas tout planifier. Nous savons qu'il y a des aléas, il y a des caprices de l'histoire. Nous avons eu la vision de 2025, mais nous avons constaté qu'il y a eu Covid. Nous avons constaté qu'il y a eu la guerre russo-ukrainienne. Donc, il y a tous ces éléments qui viennent quand même bémoliser tout l'élan que nous portons. Mais le plus important... Dans une projection, on prévoit également ces éléments. Je n'ai pas le mot exact, mais les inconvénients qui pourraient surgir dans une projection aussi à long terme. Oui, on prépare tout cela, mais c'est toujours avec une vision hypothétique. Et là maintenant, je pense que le président de la République même a insisté en voulant que ceux qui vont travailler dans le cadre de cette vision puissent vraiment miser sur les imprévus qui peuvent handicaper notre marche vers nos ambitions. Et c'est ce travail colossal qui a été accompli pour que nous puissions élaborer des politiques publiques sûres, pour que nous puissions rassurer les partenaires techniques et financiers, pour que nous puissions, en matière de développement durable, faire des prévisions qui tiennent la route. Voilà. Donc, on peut dire qu'une vision de développement à long terme permet de tracer une feuille de route cohérente. Ça, vous avez su bien l'apprécier. Et également assurer une certaine continuité des politiques publiques, en dépit évidemment des changements de gouvernement, mobiliser aussi les ressources, mais surtout
donner, M. Makoko, une direction nationale partagée au-delà même des clivages partisans? Tout à fait. Oui, c'est une question. Oui, tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord. Parce qu'on se souvient de la Chine. Hein. Il y a la Chine dans 200 ans. Ça a été une planification de développement. Donc, le président Patrice Talon, il pouvait aller au-delà des 40 années et avoir les ambitions personnelles de l'homme. Mais il s'est arrêté du moins à 40 ans parce que c'est un début. On veut commencer une expérience. Et puis, bon, on aura le temps de procéder aux ajustements dont M. Ayoro a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut noter est que nous sommes là, ce projet qui a été transmis à l'Assemblée nationale est en réalité l'avant-fin d'un processus vraiment rationnel. Parce que avant même qu'on ne puisse arriver à ce projet, il y a eu des études qui ont été effectuées. La loi a parlé d'études prospectives de développement. Et cette étude prospective de développement est partie par des études prospectives sectorielles. Il y a eu la définition d'un schéma, d'accord, un schéma d'aménagement du territoire, et il y a la définition d'un schéma de développement durable, et tout cela a été imaginé. Mais ce que nous devons retenir, c'est quoi? Au-delà des aléas, c'est que la vision 2060 a rappelé ou a mis l'accent sur les domaines stratégiques de développement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent, avec le temps, être aménagées pour revoir un peu les choses, mais il y a quand même certains domaines qui constituent des domaines stratégiques du développement que les experts de tous bords ont pu identifier et répertorier. Donc c'est tout cela qui va servir de canevas pour le progrès que le Bénin va amorcer dès maintenant. Et il faut rappeler que au-delà du fait que la continuité du service public doit être assurée, parce que c'est fondamentalement l'un des objectifs, puisqu'on a parlé des changements, des retournements éternels. À chaque fois quelqu'un engage un projet, un autre président vient pour remettre cela en cause, pour mettre en place ses propres ambitions. Ça fait que nous faisons du surplace. On peut prendre aussi l'exemple du Rwanda. Un État comme le Rwanda, d'après mes informations, a pu définir un programme national de développement et l'a intégré dans une loi de niveau un peu supérieur, dans une loi organique. Et ça a permis à ce que tous les ingénieurs, tous ceux qui sont là, qu'on soit en matière politique, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on sait que lorsque notre candidat sortira vainqueur à l'issue des élections présidentielles, il n'a pas à mettre en œuvre des ambitions personnelles, des rêves personnels, mais il y a un canevas déjà défini et c'est ce canevas qu'il faut suivre. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Ce bout m'intéresse beaucoup, Monsieur Makoko. Ça reste un projet de loi, on peut toujours le modifier à tout moment. Ma question, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus justicieux pour garantir une stabilité que la majorité qui initie cette initiative demeure? Loin de moi toute idée tendancieuse que vous voyez, en tout cas qui habite les opinions là tout de suite, mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que pour permettre à cette vision d'être matérialisée, mais que l'initiateur reste pour réellement la matérialiser? Non, vous savez, ça pose un problème de conscience. On a donné l'exemple tout à l'heure de Bénin à la FIAT 2025. Et on a vu qu'il y a eu des gouvernances qui se sont écartées d'une manière ou d'une autre de cette belle vision. D'accord? Et ce problème que vous posez est un problème réel, très pertinent, dans la mesure où s'il y a un changement peut-être de l'alternance au pouvoir, une équipe nouvelle qui vient peut peut-être vouloir remettre les choses en cause. Ça va poser un problème de sécurisation de la loi. Moi, je voudrais suggérer que si les parlementaires veulent procéder à l'amendement et à l'adoption de cette loi, il faudrait que l'on pose une sorte de limite temporelle d'abrogation. D'accord, ou de révision. Peut-être qu'on va dire, puisque quand vous prenez la loi sur la planification du développement, la loi a dit que la vision doit être étalée sur au moins 30 ans. Et c'est ce qui a été fait. D'accord? Donc cela voudra dire que cette vision sur 30 ans, on aura le temps de l'expérimenter. On a parlé tout à l'heure de la Chine projetée sur 200 ans, mais les Chinois n'ont pas procédé à des modifications. Mais nous savons que nous avons une réalité chez nous, une réalité subjective bien sûr, qui peut amener les gens à remettre les choses en cause. Et pour cela, je voudrais suggérer que, à l'occasion de l'amendement et de l'adoption de cette loi, que les parlementaires puissent arriver à instaurer une sorte de limite. Peut-être dire que cette loi ne pourra faire objet de révision ou d'abrogation qu'après 15 ans. Et là, on aura eu le temps déjà de mettre en place
également sur cela. Mais ce qu'il faut déjà noter, qui va être un élément de mauvaise foi de la part de tel ou tel bord politique, c'est que la définition de cette vision 2060, ça n'a pas été un produit uniquement des mouvanciers. Il y a les mouvanciers qui ont contribué, il y a des opposants et les experts, il y en a de l'opposition que de la mouvance présidentielle. Donc, je voudrais quand même que chaque Béninois et chaque Béninoise puisse se donner un élan, un sursaut patriotique pour savoir que là, c'est un canevas, c'est une vision commune. Nous devons la sauvegarder pour le bien de notre pays. Nous sommes sur la nécessité, M. Agnoro, de la stabilité politique prolongée. N'est-il pas essentiel que la même dynamique ou la même école politique, si vous préférez, reste au pouvoir? Enfin, en tout cas, pour garantir la continuité de la mise en œuvre de cette ambition, je le répète, aucune ambition, idée tendancieuse ne me traverse l'esprit. Je pose une question, M. Agnoro. Je pense que cette question a été déjà vidée. Et ce qui est important, c'est le développement du Bénin. Et chaque gouvernement, depuis 1960, où nous avons acquis notre indépendance tambour battant, et de 1972 à 1990, où nous avons connu la période de la Révolution, et de 90 jusqu'à nos jours, et chaque gouvernement a apporté sa part de colibri. Et je pense que nous devons nous inscrire dans cette dynamique-là. Et chaque fois, le porte-parole du gouvernement martèle que nous aurons un changement. Mais le changement peut s'opérer sans qu'il n'y ait une rupture fondamentale. Le changement peut s'opérer pour que ce qui constitue des acquis sûrs soit préservé. On n'a pas tout balayé du régime passé. On a entretenu certaines choses du régime passé. Mais comme l'a reconnu M. Antonin Dossou, qui fait partie des experts, il a dit que les performances sont mitigées. Les prévisions n'ont pas été atteintes. Et avec le gouvernement, il y a eu donc cet acharnement au travail, il y a eu cette vigueur, il y a eu cette détermination pour que nous puissions atteindre des résultats époustouflants en matière de développement. Mais je pense que nous restons modestes. Et au nom de cette modestie, nous voulons voir notre démocratie fonctionner sur la base de l'alternance, sur la base d'un changement productif et d'un redressement productif pour notre pays. Donc moi, je n'ai pas de crainte. Ce n'est pas dans le but d'une perpétuation du pouvoir que nous observons cette projection. On peut faire des projections pour laisser la place. Et souvent, laisser la place, c'est donner beaucoup de place à un plus grand nombre. Peut-être que vous serez aussi, je ne sais pas, hein, vous partagez la liste qui proposerait une certaine limite d'abrogation ou de révision d'un projet pareil. Oui, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des balises légales. Et c'est pour ça que nous saluons la responsabilité de l'exécutif qui transmet le document, le vademecum de notre pays, qui transmet le document à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que la méthode est suivie, la procédure est suivie. Nous ne sommes plus dans un pays de pagaille. Nous sommes dans un pays où les procédures sont respectées. Et lorsque les procédures sont respectées, nous savons que nous glorifions la démocratie. Donc c'est encore un atout important de notre pays, de notre État, par rapport au respect scrupuleux des lois que nous nous sommes prescrites. Alors, on l'a dit avant la transmission, avant même la rédaction du projet, aujourd'hui sa transmission, les Béninois ont été contactés pour donc recevoir ou recueillir, on va dire, leur perception et leur Bénin dont ils rêvent en 2060. Puisqu'il s'agit de dessiner l'avenir, M. Agnoro, si l'on vous donnait carte blanche à vous, comment imaginez-vous le Bénin en 2060 ? J'imagine un Bénin évidemment de splendeur et nous goûtons déjà ce que nous espérons. Vous avez déjà un avant-goût? Oui. D'accord. Nous goûtons déjà ce que nous espérons nous voyons déjà que le Bénin est dirigé par des personnes sérieuses, des personnes qui sont animées du patriotisme, des personnes qui veulent qu'il y ait une transfiguration non seulement au niveau de nos infrastructures physiques, des constructions, des routes, des bâtiments et tout, mais aussi de nos infrastructures psychiques. Et c'est ce reformatage de l'homme béninois qui doit être contenu. Et
à l'horizon 2060, on veut vraiment valoriser l'homme en tant que Béninois. Et c'est ça qui est important, parce que pour le développement, il faut des hommes debout. Et je me dis que les axes qui ont été priorisés par rapport à la vision, nous avons la paix. Donc la cohésion est un élément central pour que nous puissions mettre en place notre vision. Sans cohésion, sans paix, tout va s'obscurcir. Alors c'est important. Nous avons la santé, nous avons la transformation digitale, nous avons l'intelligence artificielle. Et cela montre à suffisance que nous nous projetons effectivement. Nous voulons donc dire que la vision qui est établie s'inscrit dans ce qui se passe. Nous avons pu contextualiser ce que nous voulons pour les années à venir. Et je trouve que c'est un exercice difficile, mais nous travaillons pour l'anticipation, l'efficacité de nos politiques publiques, mais nous travaillons aussi pour nous adapter aux mutations qui vont intervenir dans le monde. Je ne sais pas si vous partagez l'avant-goût, hein, Monsieur Makoko. Bon, vous le direz. Mais la question demeure, comment vous imaginez le Bénin d'ici 2060? Non, vous savez, tout est une question de projection. Parce que le développement est une donnée de la pensée. Et il faudrait que, parce qu'on a parlé de Bénin, de splendeur, il faut que chaque Béninois travaille à inscrire dans son subconscient cette réalité. Parce que les Saintes Écritures, si on veut les évoquer, à travers elles, Jésus-Christ nous disait que celui qui est faible dise qu'il est fort. Ça voudra dire que lorsqu'on aspire à atteindre un niveau, il faut vivre déjà ce niveau dans le présent afin de l'atteindre dans le futur. D'accord? Donc c'est à cette préparation psychologique que je peux inviter les Béninois. Parce que cette vision 2060 dont on parle aujourd'hui est une vision qui va réformater notre vivre ensemble. Puisque aujourd'hui, nous voyons les Africains qui meurent dans la Méditerranée. C'est parce que les Français ont planifié le développement. Nous voyons des Africains qui veulent aller étudier aux États-Unis. Et on leur refuse le... Même encore, oui, et qui, visa touriste, oui, du visa, et avec vous savez, cette alerte qui de rêvent aller étudier à Harvard. C'est parce que les Américains ont planifié le développement. Ça a été planifié au Canada. Toutes les nations qui sont passées d'un état de moins être à un état de plus être sont passées par ce qu'on peut appeler la planification du développement. Et il y a deux conséquences fondamentales de la loi 2024 que je voudrais évoquer. J'ai fait allusion à l'entame de mes propos et à la conformité qu'il doit avoir entre la vision, si elle est adoptée, et la définition des programmes d'action de chaque gouvernement qui va venir à partir de 2026. Et c'est un premier élément fondamental qu'il ne faut pas occulter. Mais l'autre élément que je voudrais relever, c'est le contenu que la loi, après son adoption, va donner désormais à la notion de projet de société que les candidats vont proposer. Il y a une nouvelle définition. Le projet de société, ce n'est plus ce texte à l'intérieur duquel le candidat, celui qui veut gouverner le pays, va faire état de ses rêves pour l'État. Ce qu'il fait, puisque la loi 2024 définit le projet de société comme l'expression d'une vision cohérente de l'organisation du développement. Ça veut dire que le développement est organisé et il s'occupe simplement, lui et son parti politique, à voir la nouvelle dynamique, il s'occupe simplement les voies et moyens pour mettre en œuvre les pistes de développement qui ont été déjà proposées par la loi. Vous notez avec moi qu'il s'agit d'une avancée notable. C'est des choses qui sont salutaires. Et c'est pour ça que moi j'invite les parlementaires de procéder à l'adoption de cette loi-là et de procéder effectivement à son adoption, mais à son amendement de manière tout à fait sérieuse, afin que nous ayons un document vraiment pertinent, d'accord, pour quand même permettre à ce que le Bénin ne puisse pas aller de gauche à droite, mais sur le chemin de développement. Vous dévancez ma question, je vous la pose quand même. Quel rôle capital pensez-vous que nos députés et l'institution parlementaire peuvent jouer dans l'appropriation, l'enrichissement et la légitimation également de cette vision pour 2060, M. Makoko? Mais je pense qu'il faut que les parlementaires aient l'esprit ouvert, parce que la Constitution leur donne le droit d'amendement. Ça voudra dire que lorsque nous sommes en contexte d'un projet de loi, les parlementaires, même en termes de proposition de loi, les parlementaires ont le droit même de remettre en cause tout ce que le gouvernement a proposé.
Ils peuvent dire que l'article 1er ne les intéresse pas, que tel que l'article 2 est formulé, ça ne leur correspond pas. Ils peuvent remettre les choses en cause. Ils peuvent, toujours dans la dynamique de l'amélioration. Ce n'est pas une remise en cause subjective. Donc, je demande à nos parlementaires qui ont commencé, puisque ce sont eux qui ont adopté la loi 2024, qui a fait le lit à la nouvelle vision 2060, donc de poursuivre cette dynamique-là en demeurant très rigoureux dans le travail. Il ne faudrait pas que les mouvanciers se disent « Bon, nous soutenons le gouvernement du président Patrice Talon et comme le projet vient de ce gouvernement-là, nous n'avons plus le droit de déplacer une virgule et de voter le texte en l'état. » Je pense que ça ne va pas être enrichissant. Ça ne va pas être profitable pour la nation. Ce qui va être profitable, à contrario, c'est que lorsqu'ils vont mettre leur génie à profit pour peaufiner davantage les choses, les piliers de développement, les domaines stratégiques de développement qui ont été identifiés, c'est à eux de revenir sur la pertinence de cette définition. En quoi, d'accord, le développement de la pharmacopée paraît plus important et moins stratégique, peut-être moins stratégique que le développement de la digitalisation dans le pays. Il faut que le débat se fasse dans cette logique-là afin que les choses puissent sérieusement être améliorées. Donc les parlementaires, ils ont tout le droit, c'est un droit constitutionnel d'amendement, qu'ils puissent en faire bon usage pour que nous ayons un texte vraiment qui nous amène à bon port dans le Bénin des splendeurs. Monsieur Mayoro, sur la même question. Oui, moi je puis dire que les experts ont déjà approché et quelques parlementaires pour recueillir leurs avis dans le cadre de ce travail. C'est vrai qu'il y aura examen. Hormis les exigences dont a parlé Makoko, je pense qu'il y a eu des éléments importants au niveau de nos parlementaires. Nous voyons l'honorable Oden Aladati qui a souhaité que dans cette vision, le travail soit mis en selle. Nous voyons l'honorable Hassan Seibou qui a dit de promouvoir le Made in Bénin et de mettre sur orbite les entrepreneurs privés. Il pense qu'on doit encore faire un travail énorme dans ce cadre-là et il a voulu que ces entrepreneurs se tournent véritablement vers le système bancaire afin de pouvoir avoir des avantages liés à ce qui est fait. Donc, je pense que des parlementaires ont été sollicités, on a recueilli leur avis dans le cadre du diagnostic. Et il y a déjà un travail préalable qui est fait dans ce cadre-là pour que le travail soit aisé lors de l'examen au Parlement. Et je pense que tous ceux qui ont été choisis pour proposer cette vision, à part les collectes qui ont eu lieu, et on a sollicité aussi les couches vulnérables. Et c'est ça qui fait encore la merveille de cette vision que nous attendons. Alors, tous ceux qui ont été sollicités, le directeur de cabinet du ministère du Plan et de la coordination gouvernementale, tout le monde le connaît en tant qu'un éminent économiste. Je vais parler de M. Alain Sator, si je ne me trompe pas. Et Alastair, voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça, oui. Alain Sator. Donc, on a eu encore d'autres figures qui sont intervenues pour faire des propositions qui pourraient nous faire avancer. Au nom de ce travail, nous pouvons dire qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est fait pour que notre futur soit un avenir radieux, un avenir prodigieux, entretenu par des Béninois heureux. Voilà, le Bénin de splendeur, c'est bien évidemment le rêve. Alors, cette vision ambitieuse, M. Nyoro, je reste avec vous, ouvre, on peut le dire, des marges de manœuvre au-delà donc du gouvernement et du Parlement. Comment les autres parties prenantes, société civile, secteur privé, jeunesse, même diaspora et bien d'autres, l'ensemble en tout cas des forces vives du Bénin peuvent-ils s'impliquer et contribuer activement dans la construction de ce Bénin dont nous rêvons pour vers 60? Oui, vous parlez de quelque chose de très important et je pense qu'aucune de ces couches n'a été occultée lorsque je lis le travail qui a été fait pour pouvoir nous présenter la vision du Bénin à l'horizon 2060. Et il y a eu d'abord la phase de la collecte, il y a eu des focus group
par rapport à cela. Nous avons eu la phase du diagnostic et enfin, nous avons aujourd'hui la phase de la validation nationale. Donc, je pense que les couches dont vous parlez ont été écoutées. Les couches dont vous parlez, leurs propositions. Là, on s'enchemine vers la mise en œuvre. Donc, la question est beaucoup plus sur la mise en œuvre. Oui, si les couches ont présenté des préoccupations, ça veut dire que tout ce qui a été fait est lié à la prise en compte de ces préoccupations-là. Et je me dis que nous allons aborder un tournant important, un virage important où toutes les couches seront prises en compte et la diaspora, et vous avez parlé de la diaspora est une force pour le développement. Et aujourd'hui, il y a une démarche intéressante pour que la diaspora puisse entretenir le chez nous. Et donc, je pense que nous nous inscrivons dans la continuité, même s'il y a des changements, nous allons donner une place prépondérante à la diaspora et tout sera fait pour que toutes les couches soient prises en compte. La même question pour vous, M. Makoko. Oui, la même question pour vous. Bon, oui. merci. Je pense que vous avez posé une question pertinente. Cela interroge le mode ou la procédure qui a conduit à l'élaboration de cette vision. Je pense que, d'après les informations que j'ai eues à titre personnel, toutes les parties prenantes, toutes les couches de la société ont été impliquées. Maintenant, au-delà de cela, dans la phase de la mise en œuvre, d'accord, il va falloir que la même dynamique soit observée. Donc, on ne note pas qu'il y ait des couches qui ont été défavorisées et qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre. De toutes les manières, on aura le temps de prendre contact avec le contenu de cette vision, mais je passe par l'occasion pour faire quelques plaidoyers, 2 à 3 plaidoyers. Le premier, c'est quoi? C'est par rapport à la question de l'éducation, le financement de la recherche scientifique. On ne peut pas faire de développement sans la science. C'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une campagne de diabolisation de l'école, de sabotage de l'école, mais on est à 1000 lieues de... Mais bien sûr, parce qu'on dit, bon, il vaut mieux entreprendre, il vaut mieux faire... Et si j'ai bonne mémoire... On peut entreprendre, certes, sans aller à l'école, mais l'école apporte forcément quelque chose. Vous savez quand même qu'il y a une sorte de campagne de diabolisation de l'école. C'est comme si aujourd'hui l'école ne sert à rien, mais je voudrais préciser ici qu'il n'y a pas de développement d'une nation sans le développement de la science et de l'innovation. Il faut que vraiment cette vision 2026 et 2060 puisse mettre un point d'honneur sur la question du développement de la science, puisque les nations que nous envions aujourd'hui ont fait allusion à la Russie avec la haute technologie. Je rappelle que ce n'est pas l'entrepreneuriat qui a abouti à ça, c'est bien entendu la science, c'est l'investissement dans les recherches scientifiques qui ont amené à cela. Mais l'autre chose que je voudrais préciser, c'est le rapport que l'on peut faire avec les vices émergents en Afrique et la banalisation du destin de la jeunesse. Vous savez, il y a l'élément du terrorisme. C'est vrai, c'est les Africains, vous voyez, c'est des Sahéliens que vous voyez, etc. Mais ces jeunes-là, si les États ont été sérieux dans leur démarche, il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière, et qu'il y a une vision claire sur l'avenir de la jeunesse, je suis sûr que même s'il y a certains qui sont recrutés aujourd'hui, il va y avoir moins d'effectifs, n'allons pas avoir le même effectif là. Donc, ce sont les quelques plaidoyers que je compte faire, d'accord, acquis de droit, afin que les parlementaires notamment, puisque c'est déjà à leur niveau, ils puissent mettre un point d'honneur sur ces éléments-là. Et l'autre élément qu'on occulte souvent, c'est la contribution de la diaspora. Vous l'avez évoqué et M. Ayoro aussi l'a mentionné. Mais il y a quelque chose qui manque, à mon sens. Quelqu'un a dit qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. C'est un peu comme une contradiction. Mais comment on organise... On n'a pas eu de chiffres officiels. Bon, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je n'ai pas nommé les gens. Quelqu'un l'a dit. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Oui. Mais ce qui est constant est que nous savons qu'il y a plusieurs Béninois qui se retrouvent en France, aux États-Unis, au Canada et en Suisse et un peu partout en Occident qui font des études de pointe. Il y a des gens qui ont quand même des compétences avérées. Mais comment nous organisons le rapatriement de ces compétences pour nous développer ?
Et si on ne le fait pas, c'est que c'est une perte. Je ne sais pas dans quelle mesure on va imaginer la chose, mais j'aurais quand même voulu que les parlementaires puissent ne pas occulter cette dimension pour proposer au niveau de cette vision-là comment on fait que vraiment cette diaspora puisse venir contribuer sur le plan intellectuel, surtout au développement du pays. Je ne sais pas si vous partagez la même opinion, hein, monsieur Ayoro. Oui, moi je pense que les parlementaires ont encore un travail important à faire afin de pouvoir enrichir cette vision. Et moi, je pense que les parlementaires doivent s'intéresser aussi au civisme, à l'éducation civique, parce que c'est l'homme. En toutes circonstances, c'est l'homme. C'est l'homme qui a réfléchi, c'est l'homme qui va mettre en œuvre. Donc, il faudrait que l'éducation civique soit centrale dans la démarche des parlementaires. Il faudrait aussi que nous réfléchissions à la question de l'intégration. Je suis heureux que nous puissions faire une vision pour le Bénin, mais je serais encore plus heureux si nous voyons quelle est la vision au Nigeria, quelle est la vision au niveau de nos pays voisins, même si aujourd'hui nous nous regardons en chien de faïence. Chaque État voilà. va projeter son mais l'avenir de son pays. Il faut que le Bénin, puisque nous avons ce génie qui gicle tout le temps, il faut que le Bénin puisse proposer une vision concertée, et cela est possible parce que nous sommes en train de parler du panafricanisme, mais aujourd'hui nous devons trouver les ressorts pragmatiques pour ce panafricanisme-là. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à l'intégration africaine, et l'honorable Hassan Seibou l'a abordé lorsqu'on a voulu recueillir son avis, que nous voyons les enjeux communs qui pourraient nous propulser ensemble. Donc ce sont des questions auxquelles nos parlementaires doivent s'intéresser. Il y a encore la question de la démographie. Et je pense que la vision a abordé ça. Nous voyons que le dividende démographique est quand même lourd. Et il faudrait que la croissance économique puisse être au-dessus de la croissance démographique. Et pour que nous ayons, je ne parlerai pas de prospérité partagée, pour que nous ayons l'épanouissement partagé. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et nos contributions peuvent encore être incluse dans tout ce qui est fait pour que notre pays puisse resplendir. Donc, il s'agit de la contribution citoyenne. Il faudrait une conscience citoyenne. C'est pour ça que je voudrais que nous puissions travailler l'homme, travailler tout l'homme. Et c'est ce qu'il faut faire afin que nous puissions mettre en œuvre effectivement ce que nous-mêmes nous avons planifié, ce que nous avons prévu. En attendant cette vision concertée qui reste, pourquoi pas, une proposition pour une sous-région harmonieuse dans une seule vision, une seule et unique vision de développement. Au Bénin déjà, nous avons déjà une idée claire de ce que nous voulons que le Bénin devienne au plan touristique. Et c'est ça peut-être la magie qui opère au sein de cette, en tout cas la magie de ce gouvernement qui prévoit déjà à l'horizon 2029, toujours dans ce conseil des ministres de ce mercredi, un Bénin qui est une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité d'ici 2029. Et déjà dans cette vision, on prévoit des milliards, monsieur Ayoro. Là, il est clair qu'on sait là où on va. Oui, je pense que nous avons une boussole. Et ce qui est important, c'est le respect de ce que la boussole nous signale. Et on parle d'industrie touristique. Et lorsqu'on parle d'industrie touristique, il faudrait que nous travaillions à rentabiliser. Aujourd'hui, je vois qu'il est absolument inconcevable de se retrouver dans notre parc W, mais la magie opérée par le gouvernement, c'est d'avoir ramené tout ce qui est splendide ici à Cotonou, dans la partie méridionale. Et nous voyons qu'on aura le Festival des masques à Porto-Novo, à part le Festival du Vaudou, les Vaudou Days que nous avons. Donc il y a au niveau du tourisme un engouement très intelligent. Et de la part du gouvernement, nous voyons les croisières au niveau du port. Au moment où le Niger refuse de venir au niveau de notre port, nous voyons que, en même temps, le port engrange des fonds colossaux pour notre développement. Ça veut dire qu'il y a une intelligence politique
qui est mise en œuvre au Bénin. Et lorsqu'on parle du tourisme, je peux dire que c'est notre or en ce moment. Même si on découvre aujourd'hui beaucoup de ressources minières dans notre pays, nous savons que c'est notre or aujourd'hui. Il s'agit d'avoir une structuration adéquate et nous allons pouvoir flamber sur le plan économique avec le tourisme. Le développement par le tourisme, Patrice Talon y a cru, et là il nous fait rêver, M. Makoko. Oui, il faut s'enrichir par ces particularités. C'est de nos particularités que nous pouvons nous enrichir. Donc la culture africaine, la culture béninoise en particulier, est une culture d'une certaine spécificité quand même probante. Et lorsque le gouvernement a mis l'accent sur cela, c'est pour diversifier un peu les sources de financement du développement. Et c'est suffisamment intelligent. Mon co-débatteur l'a mentionné. On ne va pas seulement s'attendre aux recettes du port. On ne va pas s'attendre seulement à ce que les partenaires techniques et financiers nous apportent pour que nous fassions le développement chez nous. Donc, il faut diversifier les sources. Donc, j'entrevois premièrement, d'accord, ce génie dans le développement du tourisme, de la culture, comme une logique gouvernementale de diversification des sources pour financer le développement. C'est très bon parce qu'au-delà même d'engranger de ressources, cela nous permet, nous, en tant que Béninois, de nous ressourcer dans nos cultures. Parce que, vous le voyez, quand vous prenez la Constitution du Bénin, au niveau de l'article 10 de la Constitution, il est mentionné clairement que l'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs culturelles, tant matérielles que spirituelles et les traditions ancestrales. Mais depuis toujours, on a constaté qu'il y a eu un peu de largesse. Les gens n'ont pas su que avec la culture, l'on peut vendre la culture chère pour que cela puisse apporter beaucoup de devises pour financer le développement. Ce gouvernement est resté dans cette logique. Je pense que c'est une très bonne prospection. Ça va nous permettre. Vous aurez appris quand même qu'on peut se faire de l'argent à travers. Ah mais bien sûr, à commencer déjà par la vendeuse de beignets, Aouida. À commencer déjà par celle qui vend de maïs grillé au niveau de Bazumpa, en allant. C'est tout cela, c'est tout ça qui fait l'économie. Maintenant, au-delà du tourisme et du développement, il me semble important de mettre l'accent sur un élément fondamental en ce qui concerne la définition de la vision. Moi, je pense que au-delà de la vision, lorsqu'on pose les différents domaines stratégiques du développement, je pense qu'on doit également penser à comment financer le développement au-delà de tout ce qu'on a abordé. Il y a un élément qui me vient régulièrement en tête, c'est quoi? Le colonisateur nous a laissé un format en termes de budget. Il y a les recettes d'une part et les dépenses d'autre part. On voit un peu nos besoins et à chaque besoin, on a fait des recettes. Mais nous sommes dans un état où pratiquement tout est à refaire. Quand je dis tout est à refaire, c'est que notre niveau de développement, c'est que ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Quand nous sommes dans un état où on a besoin en même temps de l'eau potable, en même temps de l'eau, des hôpitaux et des hôpitaux équipés de routes de bonne qualité, tous les besoins sont présents. Ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, depuis 60, c'est que nous définissons le budget de l'État, le budget général de l'État, et on fait de saupoudrage pour contenter tous les secteurs un peu. Ça fait que le développement est là au niveau de tous les secteurs, mais il s'agit d'un développement sommaire, parce que les ressources allouées pour le développement d'un secteur donné ne sont pas tellement suffisantes pour permettre à ce que nous puissions avoir un développement approfondi. Mais c'est pour cela que moi, à titre personnel, je voudrais suggérer à l'État, je ne sais pas si la chose est possible, de procéder à la définition des budgets thématiques. Nous avons notre vision claire du développement. Et pour l'atteindre, ce chemin consiste à faire quoi? Au lieu, si par exemple l'État prévoit mobiliser 10 milliards ou 100 milliards, on puisse avoir encore des secteurs prioritaires par année. On peut dire que l'année 2026 va être l'année de l'éducation. On fait le point du nombre d'universités que nous allons construire, du nombre d'écoles primaires, du nombre d'écoles secondaires, le nombre de lycées. Et sur les 100 milliards que nous avons prévus pour le développement, peut-être que la moitié plus 60 milliards sont consacrés à l'éducation. Les 40 qui restent, on essaie de contenter les autres secteurs. Et l'année qui va suivre en 2027, 2027 peut être l'année de la santé. Bon. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Bon, c'est un format, c'est vrai. Nous ne sommes pas spécialistes. Justement, c'est là où j'en mais il faut oser, il faut oser aller à de nouveaux paradigmes. Parce que ça, c'est un legs colonial. Cette manière dont nous faisons le budget, c'est vrai que ça nous permet
clopin-clopin d'aller au développement. Mais donc, c'est une sorte de proposition. Les spécialistes vont en parler pour voir, pour réfléchir là-dessus, pour voir en quoi cela peut être possible. Un dernier tour de table sur voilà, vos contributions personnelles, puisque vous restez des Béninois quand même, on parle de développement. Monsieur Ayoro, c'est à vous. Oui, moi je voudrais dire à mon ami Makoko que tout urge. Et il n'y a que des urgences en Afrique. Alors, des années thématiques, des budgets thématiques, ce serait particulièrement complexe. Mais je pense que c'est une idée à prendre en compte. Et lorsqu'on parle de vision, nos contributions sont attendues. Je voudrais dire que la jeunesse est le fer de lance de la société. Et nous savons que la population africaine, la population béninoise est vraiment jeune. Et Wade nous rappelle que cette jeunesse a plus de disponibilité que les milliards de l'étranger. Donc, nous constituons une force et il faudrait que dans cette vision, la jeunesse soit vraiment prise en compte. Et je pense qu'on n'a pas pris seulement en compte les jeunes, on a pris en compte le repos des personnes âgées et c'est important, donc parce qu'il faut sauvegarder la cohésion. Mais une attention particulière doit être accordée aux jeunes parce que aussi dans la vision, nous avons l'emploi décent. Et c'est un problème crucial aujourd'hui pour les jeunes. La vision a pris en compte beaucoup de paramètres et c'est le lieu de féliciter tous ceux qui ont travaillé afin que cette vision pour un Bénin des splendeurs, cette vision soit établie. Et nous le faisons modestement. C'est sûr que les aléas ne vont pas supplanter les idées majeures qui ont prévalu dans la mise en place de cette vision. Nous pouvons nous souhaiter pas bon courage, mais bonne chance pour que cette vision soit entretenue et nourrie par les Béninoises et les Béninois. Oui, Monsieur Makoko. Donc, je voudrais d'abord saluer les parties prenantes, tous les acteurs qui ont travaillé à la définition de cette vision 2060. Et je voudrais souhaiter bon travail aux parlementaires. J'aurais suggéré que ce projet puisse être partagé avec la population. On ne sait jamais, peut-être que d'autres auront des choses à ajouter ou à proposer aux parlementaires qui vont éclairer peut-être leur démarche lors des amendements. Ce que je voudrais rappeler, pour finir, c'est que toutes les sociétés modernes aujourd'hui ont besoin de la démocratie pour survivre, mais souvenons-nous que c'est le développement qui finance la démocratie. Vivement que cette vision 2060 soit mise en œuvre pour le bien du Bénin, pour le Bénin, effectivement, de splendeur. Il s'agit du Bénin dont nous rêvons tous. Donc, mesdames et messieurs, nous en parlerons autant que possible au fur et à mesure qu'il y a du nouveau dans ce projet. Nous reviendrons donc là-dessus. Donc, c'est parti pour un bon moment. Vous allez en entendre parler de cette vision, ce Bénin de splendeur dont nous rêvons d'ici 2060, après Bénin à la FIA 2025, mesdames et messieurs. Voilà donc ce qu'il fallait dire pour ce premier plateau sur le sujet. Comme je le disais, nous y reviendrons. Merci déjà à vous, Monsieur Agnoro, pour votre disponibilité et la qualité de votre contribution. Merci également à vous, Monsieur Makoko, pour la qualité de votre contribution. Si ce n'était pas la conclusion, on allait dire... Ah ben si, c'est la conclusion. Oui. C'est la conclusion, on n'a plus le temps. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis jusqu'à présent. On se retrouve demain vendredi, avec le même plaisir. N'oubliez pas que la production ainsi que les autres de la chaîne restent disponibles sur nos canaux digitaux, notre site internet www.etelebénin.com, la chaîne YouTube ETélé Bénin et sur notre application que vous pouvez télécharger au nom de ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous. À demain.